Amis téléspectateurs, merci de faire à nouveau avec moi un voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Aujourd'hui, j'ai ramené pour vous l'album sur Hector Hippolyte, préface de J.M.G. Leclésio. Hector Hippolyte est rentré au musée du Louvre. Haïti est exposé au musée du Louvre. Hector Hippolyte, peintre populaire, qui, malgré la brièveté de sa carrière, a plus que tout autre contribué à renforcer la réputation de la peinture haïtienne, dont il a renouvelé tant le style que le répertoire. Portrait d'Hector Hippolyte et autoportrait d'Hector Hippolyte. Il me faut signaler qu'il y a un texte remarquable du docteur Michel Philippe Lerbourg dans ce catalogue. Est sorti Chose de mer sur blessure d'encre, poème de Georges Castra, aux éditions Sidika. J'écris debout, en déshérence, mon écriture sur roulement habille. Georges Castra. Toujours de Georges Castra à Actes Sud, L'encre est ma demeure, anthologie établie et préfacée par Lionel Trouillot. Un récit particulièrement intéressant de l'écrivain, metteur en scène Cito Cavé. Une rose rouge entre les doigts, aux éditions Zélige, Cito Cavé. Plusieurs récits mis ensemble. Cito Cavé. Amis téléspectateurs, je vous présente ce soir un film que ceux qui ont vécu les années 60, années 70, aimeraient bien revoir. Ce film a été repris. Les uns et les autres, film de Claude Lelouch. 3 heures de grand spectacle. Une grande fresque de 1936 à nos jours à travers le destin de 4 familles aux 4 coins du monde. Moscou, Paris, New York. Numéro de série LEA 3007. Avec Robert Hossein, Nicole Garcia, Géraldine Chaplin, Jacques Villers, Fanny Ardant. Et nous venons vers Haïti, en passant par la voix de Emeline Michel, la reine de cœur. Album soutenu par le Conseil des arts du Canada. Dans cet album, Gardez Papi, Fait vent pour moi, Mariella. Emeline Michel. Et comme d'habitude, amis téléspectateurs, je vous présente mon trésor. Mon trésor du jour, c'est le livre de poèmes de Rodney Saint-Éloi, récitatif au pays des ombres. Toute ville est un récitatif. J'apprends du verbe apprendre, le bon usage des rues, les paysans de silence, les plages de l'extase, l'amitié des lauriers, l'élégance de l'oiseau-mouche, l'allaitement des ibis. J'apprends par exemple que la mer est un immense gâteau bleu. Le soir d'orage, quand les nuages font la gueule, les femmes couchent côté est pour aider le soleil à se lever. Rodney Saint-Éloi est né en Haïti, il vit à Montréal, il est écrivain. Et il est dit ici qu'il est éditeur, mais je dis surtout qu'il est un poète. Il est un merveilleux poète. C'est un passeur de mots et de mémoires. Il est l'auteur d'essais, de récits et d'une dizaine de recueils de poèmes. Son œuvre, À l'écoute du monde, est une longue traversée
de ville et de visage. Amis téléspectateurs, je lis pour vous l'histoire d'un fils du pays qui a été s'établir au Canada, mais qui a dû laisser son âme en Haïti, car il ne peut se séparer de ses émotions. Écoutez, 3 feuilles, 3 racines, une nappe blanche, une cruche d'eau pure, une corde à 7 nœuds, une lanterne mauve, 7 paquets vaudous pour les chemins gênés, pour dire que je suis jeté, je suis ramassé. Pour dire j'avais une ville, une terre, un arc-en-ciel heureux. Pour dire j'avais une cathédrale de légende dans une pirogue folle. Mémoire, ô mémoire de saltimbanque, mon enfance me fuit comme un passant triste. Mais notre rencontre aujourd'hui, amis téléspectateurs, n'est pas triste. J'ai l'insigne honneur, le plaisir ému, le grand bonheur de recevoir un ami de très longue date. Nous nous sommes séparés un temps et voilà que le temps nous remet face à face, côte à côte, âme pour âme. Et mon âme salue bien bas Rodney Saint-Éloi. Rodney, honneur, bienvenue chez vous. Merci. Rodney Saint-Éloi, quand on laisse son pays jeune, comme ça a été le cas pour vous, avec les mains dans les poches et les poches trouées, une famille, des enfants, l'espoir et la bataille pour le lendemain, comment est-ce que l'on s'établit dans un pays aussi froid que le Canada en laissant son soleil après soi? Merci à vous, Marie-Alice-Théa. Je vous dis tous mes respects pour le travail que vous faites dans la peinture, dans l'écriture, pour votre détermination, parce que je pense que sans détermination, l'homme n'existe pas. Quand je dis l'homme, c'est aussi la femme. La femme n'existe pas, l'homme n'existe pas. Sans les rêves, sans la détermination. On est fondé par les rêves qu'on a. On est, je pense, la somme de ses rêves. Et un matin, quand j'avais décidé de laisser le pays, et j'avais décidé de me couper en deux, de partir, de choisir une espèce de grande schizophrénie. Je pensais que j'allais laisser mon corps partir, mais mon âme, qui est liée à mon enfance, qui est liée à ma terre, serait toujours là. Et avec moi, ici, c'est comme je serais toujours un homme en 2 morceaux. Un morceau à Montréal et un autre morceau à Port-au-Prince, en Haïti. Donc j'étais, par exemple, il y a un poète québécois qui s'appelle Gaston Miron qui parlait de l'homme rapaillé. Donc je suis devenu, en allant à Montréal, un homme rapaillé. Mais ce que je pense aussi, c'est que je suis un homme divisé, mais enrichi. Enrichi dans le sens où, en fait, il n'y a pas de négatif pour ma part dans la vie. S'il y a quelque chose de négatif, il faut le transformer en bien. C'est-à-dire, et je pense que j'ai cette capacité. Je ne suis pas une somme de douleur. La douleur est en moi, mais je dois transformer la douleur. Ça ne peut pas être. J'aime bien quand vous dites, on ne va pas parler de tristesse. La tristesse existe, mais il ne faut pas faire de notre être un habitacle de ressentiment, de tristesse. Il faut qu'on puisse dynamiser les choses. Il faut qu'on puisse évoluer. Bien effectivement, quand je suis arrivé à Montréal, un pays, comme vous l'avez si bien dit, où il fait froid, et j'ai été gagné par la nostalgie les premiers moments. Je me suis demandé est-ce que c'était le bon geste, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire. Et j'étais là à Montréal, et puis je me suis dit, bon, il fallait voir comment rassembler les continents. Mon problème n'est pas territorial. Où que je sois, je reste un Haïtien. J'essaie de voir, je me suis posé la question, et que ce soit à Montréal ou à Port-au-Prince, c'est dans mon angoisse d'exister, qu'est-ce que je peux ajouter, comment ajouter ma part à la part du monde, comment faire en sorte que mon pays, ça avance, comment lier. Et là, j'ai beaucoup travaillé à rassembler, au lieu de diviser, à rassembler les territoires, à faire en sorte que, au-delà du territoire, il y a l'imaginaire, à faire en sorte que l'imaginaire haïtien circule mieux à Montréal et au Canada. Je me suis dit, comment, parce qu'il y a 100 000 Haïtiens à Montréal, et c'est drôle de le dire, à Montréal, je me suis senti beaucoup plus haïtien que quand j'étais en Haïti. Parce qu'à Montréal, j'ai appris à cuisiner, et je cuisine beaucoup haïtien. À Montréal, tous mes amis, en fait, à chaque fois on sait que je suis l'haïtien de Montréal. Et quand on parle de moi dans les journaux, à la télévision, on dit Rodney Saint-Éloi, l'haïtien, etc. Donc c'est
vraiment comme un drapeau, comme un ambassadeur. Je porte la parole haïtienne, je porte l'âme haïtienne. Et je pense que ce qui est important dans un pays comme Haïti, il faut casser peut-être la fausse posture nationaliste. Les gens qui partent nous trahissent en disant comment les gens qui partent peuvent lier une relation, peuvent établir une relation pour faire en sorte que ces gens qui partent font grandir le territoire national. Mais ces gens qui partent ne sont pas partis pour aliéner le territoire national. Les gens qui partent ouvrent d'autres fenêtres sur Haïti. Et moi, je suis dans la littérature, je suis dans la culture. Donc, je me suis dit une chose, ne trahissons pas nos rêves. Et comme mon rêve, Haïti fait partie de mes rêves, donc où que je sois, j'emmène Haïti avec moi. Je reviens du Salon du Livre de Québec et il y a eu des écrivains haïtiens qui étaient invités. Donc, à chaque fois, j'organise des choses. Je travaille beaucoup dans la diversité. Je travaille avec des Catalans que j'ai invités au Salon du Livre de Québec, des Amérindiens, des écrivains français, des écrivains belges. Mais il y a toujours une place, une grande place pour des écrivains haïtiens. Ce que je me suis dit aussi, c'est que le Canada, on travaille beaucoup sur la francophonie d'Amérique. Et on fait beaucoup d'auteurs haïtiens qui sont ici, ont un véritable public au Canada. Émilie Prophète a un véritable public au Canada. Franck Etienne, qui est passé, que j'ai invité 3-4 fois à Montréal, à Québec, Franck Etienne a un véritable public quand ils vont là-bas. Et quand ils vont là-bas, ils sont accueillis, pas dans un ordre humanitaire, ils sont accueillis dans un ordre humain, c'est-à-dire comme de véritables artistes. Et Franck Etienne est connu là-bas comme un artiste important. Et moi, mon rêve, c'est de faire en sorte que ces territoires-là, ces imaginaires-là, l'imaginaire québécois et l'imaginaire haïtien soient rassemblés en une même aventure, en une grande aventure humaine. La question que j'ai tout de suite pour cet aventurier que vous êtes, est-ce que au Canada, vous menez une vie haïtienne? Ou est-ce que vous menez une vie métisse, canado-haïtienne? Comment est-ce qu'elle est votre vie là-bas? Eh bon, ma vie est une vie multiple. Et en fait, j'ai une présence multiple dans les institutions. J'ai été, pendant quelques temps, président de l'association, section littéraire de l'ANEL, l'association des éditeurs de livres au Québec. Je fais partie d'un certain nombre de conseils d'administration, en fait, au Québec. Je travaille avec les institutions québécoises. Je dirige un bureau où il y a les gens qui travaillent sont pour la plupart du temps des Québécois. Donc, je suis dans une altérité québécoise. Donc, il y a Émile Olivier qui disait, Émile Olivier, le grand écrivain haïtien, qui disait « Je suis Québécois de jour et haïtien de nuit ». Parce que c'est comme un loup-garou. À l'université de Montréal où il travaillait dans une administration québécoise très carrée, très rationnelle. Et puis quand il rentre en français ou bien en anglais, et quand il rentre chez lui, tout se passe en créole, dans les contes. Et ce sont des histoires de sa femme Josie qui habitait, qui a vécu au Caille, etc. Donc c'est toutes ces histoires, toute la féerie haïtienne que Émile Olivier retrouve chez lui le soir. Et le matin, il était dans une ambiance assez serrée, assez tricotée, serrée, québécois, de l'administration universitaire québécoise. Très discipliné. Très discipliné. Oui. Donc moi, je suis dans une espèce de, je dirais, de schizophrénie, une espèce de schizophrénie, pas binaire, pas seulement québécois, parce que je travaille beaucoup avec les Amérindiens. Donc les Amérindiens, c'est un autre imaginaire. Je travaille beaucoup avec les communautés. Là, maintenant, je travaille beaucoup avec les Sénégalais. Et quand j'arrive au Sénégal, on m'appelle Ouagane. Donc, j'ai un nom, c'est rare. Donc, je suis dans des identités multiples. Et je pense que, et comme je le disais tantôt, et dans un texte ici, dans ce livre récitatif au pays des hommes, je parlais beaucoup des Amérindiens. Il y a un texte qui s'appelle « Pour rassembler les continents ». J'ai dit que rien n'est trop beau pour rassembler les continents. Parce qu'en fait, il faut cesser avec les ressentiments. Il faut travailler, je pense, à une altérité active, à rencontrer les êtres humains, à rencontrer, malgré les différences de classe, différences de couleur, à créer une plateforme beaucoup plus large, à même vraiment
Et je pense que ça pourrait nous faire du bien en tant qu'Haïtiens. Et donc s'enrichir de la différence. S'enrichir de la diversité, s'enrichir de la différence. La différence n'est pas un problème. Au contraire, la différence nous rappelle toutes les traces humaines. Parce que toutes les traces humaines sont en nous. Et moi, je suis content de voir comment je suis en interrelation avec des auteurs japonais. Et quand Daniel Lafayette écrivait un texte qui est très révélateur en disant « Je suis un écrivain japonais ». Et c'est important de voir comment on peut changer, comment l'identité qu'on a n'est pas une identité fixe. Effectivement, on a un pays, on a une enfance qui nous manque, comme moi. Mais moi, je travaille avec des Amérindiens. Quand je suis dans une réserve amérindienne, en fait, ça me rappelle beaucoup mon enfance et ça me rappelle que le combat pour l'homme est partout. Que ce soit à la rue Enterrement, à la rue des Miracles, que ce soit au Gonaïve à Verrette, ou bien dans une réserve amérindienne, ou bien dans un quartier, dans un bidonville, dans un quartier, on appelle dans une zone à risque au Canada, dans un quartier populaire au Canada. Donc c'est le même combat, c'est le combat pour la lecture, c'est le combat pour la dignité humaine. Et ce que j'essaie de faire, c'est de travailler dans le donner et le recevoir. C'est-à-dire quand on dit un Haïtien, dans le partage, on ne dit pas absolument, on ne dit pas un être minoré. C'est-à-dire dans le respect de l'autre. L'autre est en nous. L'autre n'est ni plus petit ni plus grand que nous. Et c'est ça le respect, faire confiance aussi à l'autre et faire confiance au potentiel de l'autre. Qu'il soit, quel que soit où il habite, c'est pas là le problème. Quelle que soit la quantité de fois qu'il mange par jour, c'est même pas là le problème. Ce qui est le problème, c'est qu'est-ce qu'il peut imaginer. Est-ce qu'il peut imaginer le monde? Parce que moi, j'avais absolument rien. J'ai construit un certain nombre de choses à partir des idées. Donc on peut construire à partir des idées. C'est comment imaginer le monde. Oui, mais là, il y a une phrase que vous dites et qui me plaît particulièrement. J'habite l'autoroute des songes. Oui. Et des oiseaux asphyxiés, des printemps écrasés, des chats abandonnés. La ville, dis-tu, est une collection de malheurs d'occasion. Les occasions ne manquent jamais au malheur. Le rêve est en retard, n'est-ce pas? Par superstition ou peut-être par référendum, l'amitié est un nom de fleur au pays des ombres. Donc là, l'amitié serait la fleur à la boutonnière. Non, c'est superbe. Mais que représente l'amitié pour vous? En fait, parce que quand je vous écoute là, j'ai l'impression justement que l'amitié est en filigrane de tout ça, de toutes ces relations qui jalonnent le cheminement de votre vie. Il y a l'amitié. Est-ce que l'oxygène dans tout ça ne serait pas l'amitié? Il y a l'amitié, c'est que je suis l'homme des grandes amitiés, j'ai des grandes amours aussi. En fait, j'ai pas de... Quand j'entre dans une aventure, elle doit être grande. En fait, quand j'entre dans l'aventure Mémoire d'un Christ, je dis comment fonder cette aventure. Donc vous êtes l'aventurier des grands rêves. Absolument. Cette aventure est fondée sur l'élégance. Je pense qu'on peut être élégant. Et moi, en Haïti, ce que j'ai toujours eu comme héritage, c'est l'élégance des autres. Des gens qui ont peut-être, j'ai ma grand-mère qui n'avait pas d'argent, mon arrière-grand-mère, et qui m'a appris des choses extraordinaires, comment partager, comment donner, comment recevoir. Donc c'est de grandes vertus. Donc, et quand on dit que Haïti est un pays pauvre, et ça me fait mal parce que je dis quelque part on ment, parce que c'est ce pays qui m'a appris toutes les grandes valeurs humaines. Un pays où circulent ces grandes valeurs humaines, ça ne peut pas être un pays pauvre. Donc, un pays où, par exemple, la solidarité existe, où l'amitié existe, où l'amour existe, où le sens de la fête existe, pas seulement les mots, mais la chose aussi, où les gens peuvent se rassembler, où il y a un sens de la mort, même la relation à la mort. J'ai appris tout ça de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Je dis ma grand-grand-mère, je trouve que le mot est beaucoup plus élégant, grand-grand-mère. Donc, ma grand-grand-mère qui ne savait pas lire et qui m'a appris à lire, parce qu'elle lisait la Bible. Elle me faisait lire la Bible. Moi, je pensais qu'elle savait lire. Elle me faisait lire « L'Éternel est mon berger, je n'y manquerai de rien. Elle me fait reposer dans de verts pâturages. » C'est des psaumes comme ça. Et ça me prend longtemps après quand j'ai compris qu'elle ne savait pas lire. Donc, vous voyez, dans un pays où même des gens qui ne savent pas lire ont des fois des livres chez eux, c'est un pays extraordinaire. Regardez le taux d'analphabétisme en Haïti et le nombre d'artistes. C'est une richesse intérieure intense et énorme. Et quand on dit Haïti est un pays pauvre, je dis mais non, Haïti ne sait pas comment orienter cette richesse. Mais si on a, je pense personnellement, en fait, au niveau politique, je pense que la culture haïtienne est assez riche
il y a assez de potentiel, rien que dans la culture haïtienne, pour développer ce pays. Oui, parce que c'est un pays hautement cultivé. Et justement, en Haïti, il faut faire la différence entre la culture et l'instruction. Absolument. Celui-là qui ne sait pas lire n'est pas inculte. Il peut être hautement cultivé. Voilà pourquoi il faut faire attention et avoir le respect de l'autre. Oui, et on apprend souvent beaucoup plus des plus humbles que de ceux-là qui ont des diplômes. Absolument. Oui, souvent celui qui a un diplôme peut être ennuyant. Absolument. Et je pense que ce que vous dites là est tellement important. J'étais avec Edwidge Danticat quand on parlait le sens des grandes amitiés. C'est ma grande amie, ma belle amie Edwidge Danticat. On a travaillé ensemble. On a fait beaucoup de choses. C'est une très belle âme. Et c'est une très belle âme. Et il y a quelque chose il y a une angoisse haïtienne qui nous rassemble. Mon ami Daniel Laferrière, mon frère Daniel Laferrière. Donc on a essayé aussi d'introduire, de casser le ressentiment. J'ai beaucoup travaillé sur le ressentiment. Je me dis, le ressentiment nous rend méchants. La chose qui peut construire un être humain, c'est l'amitié et l'amour. On peut être grand, on peut être génial. S'il n'y a pas d'amitié, s'il n'y a pas de tendresse, s'il n'y a pas d'amour, on est foutu. On est foutu. Et souvent, bon, je dis, mais ce qui manque à ce pays, c'est ça. Et avec Daniel Laferrière, on a fait beaucoup, on a travaillé beaucoup au niveau de la littérature. Et même dans ce livre, vous allez voir cette altérité vis-à-vis de jeunes auteurs comme Mackenzie Orsel, de James, de Emily Prophet, de Georges Castera, même dans l'intertexte. Et il y a cette grande communauté d'âme, cette grande communauté de valeurs. Parce qu'un pays, c'est aussi ça. C'est pouvoir faire cause commune. Si chacun construit sa maison, chacun dit « moi », eh bien, on va construire de grands moi, on va réussir individuellement. Et on n'ira pas très loin. On n'ira pas très loin. Le grand rêve d'un pays, c'est de réussir collectivement. Si on ne le sait pas, eh bien, ça fait 2 siècles qu'on dit si un pays peut réussir s'il y a 200 000 personnes, 100 000, 1 million de personnes, 2 millions de personnes à pouvoir lire ce livre. C'est comme ça que j'existe, à pouvoir dialoguer avec moi. Si tous les Haïtiens peuvent se respecter, on arrive déjà à un pays. Si tous les Haïtiens peuvent regarder un tableau et comprennent qu'est-ce qui se passe là-dedans, si tous les Haïtiens peuvent entrer en dialogue. Oui, mais c'est de tradition le respect chez nous. Il y a eu une certaine déliquescence qui s'est installée parce qu'il y a eu un phénomène d'acculturation que justement votre groupe essaye de combattre. Parce que là, vous êtes venu dans le cadre de l'événement du Centre PEN. Et le titre de ces événements-là, le programme s'appelle « La parole libre ». Oui. C'est ça? Oui, c'est sûr qu'il faut libérer la parole. La parole, elle est libre, il faut la libérer. Mais aussi, il faut l'orienter. Vraiment l'orienter nous sommes un peu de tradition orale. Donc quand on dit parole, ça devrait justement retenir l'attention de tout un chacun. Parce qu'il faut faire l'inventaire en disant qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui est à l'autre, et sans diaboliser l'autre, qu'est-ce qui est à nous, dans ce qui est à nous, qu'est-ce qu'il y a à rejeter. Peut-être qu'il n'y a rien à rejeter, mais il faut faire l'inventaire, revisiter nos propres valeurs et voir ce qu'on peut faire avec l'autre, mais savoir aussi qu'est-ce qui est à nous, et qu'est-ce qui est nos lieux de force. Regardez cette belle peinture qui est à nous, cette belle tradition de chansons qui est à nous, cette belle tradition littéraire qui est à nous. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça qu'il faut interpeller l'État, qui est encore nous, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on ne peut pas se résigner le sentiment d'appartenance. Absolument. Oui. Avec autant de beauté autour de nous. On est vraiment entouré de beauté, de ce désir de beauté. Et comment partager ce désir de beauté. Et c'est ça qui m'interpelle, pour dire comment faire en sorte que l'art haïtien soit au-dessus de tout, au-dessus même de la politique. Parce que dans l'art haïtien, il y a une vision du vivre ensemble, il y a ce tête ensemble. Comment entrer dans l'organisation du discours social haïtien pour voir comment l'haïtien, dans son discours social, comment l'haïtien organise cette société. Il y a déjà tout un art de vie dans le tête ensemble, dans le combitisme, etc. On n'a pas besoin d'aller dans les grandes organisations internationales pour demander un plan de développement. Tout est peut-être là autour de nous. Il suffit de regarder, de dire qu'est-ce qui ne convient plus, qu'est-ce qu'il faut remplacer. Mais il faut
se tête ensemble. D'autant plus qu'avec le croisement des cultures que nous avons chez nous, en Haïti, il faut innover. Nous ne pouvons pas nous servir du schéma occidental ou du schéma des autres. Il faut toujours quelque chose de neuf pour nous. Et nous faisons toujours les premières. Oui, oui. Là, je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur ce qui est d'abord nos propres valeurs et puis avancer en ayant l'humilité de dire qu'il y a beaucoup, on a beaucoup à apprendre, mais c'est pas une terre déserte, c'est pas un désert ici. Il y a une parole, il y a un travail qui a été fait, il faut simplement respecter pour dire c'est quoi notre patrimoine. Moi, cela me fait mal quand je vois, par exemple, on parle de parole libre, mais il faut qu'elle existe. Par exemple, sur la peinture, comme on parle de peinture, comme on parle d'art, moi je me demande comment un livre, comme les livres de Philippe Lerbourg, ne soit pas disponible. C'est impossible, c'est impensable. Bon, il y a des centaines comme ça. Il y a une grosse bonne nouvelle, c'est que ces livres-là seront disponibles en décembre 2012. Eh bien, Ils ça vont c'est une être bonne réédités. nouvelle. Mais Ça c'est une bonne nouvelle. il a fallu plus de 20 ans Oui. pour que cela se fasse. Donc il faut qu'on travaille dans la continuité. Et c'est ça l'idée d'un pays. C'est-à-dire que on dit, par exemple, il y a plein de choses qui sont extraordinaires qui sont faites dans ce pays. Mais on n'en entend plus parler. Ce qu'on nous offre... Bon, nous sommes aussi un peuple très secret, on ne parle pas beaucoup. Non, Nous ne parlons pas. mais je pense qu'il faut... On ne communique pas assez. Dynamiser ce qu'il y a de beau. Il faut dynamiser l'espoir. Il faut dynamiser Surtout, oui. ce qui nous rassemble. Mais pas seulement... Et je suis bien content de cette conversation où on parle avec beaucoup d'élégance, où on ne parle pas de... Il faut éviter le piège du discours misérabiliste. Comme quoi on ne pouvait pas parler de bonheur, comme quoi on ne pouvait pas parler d'amour, comme quoi on ne pouvait pas parler de tendresse. Et tout est réduit à un schéma de reconstruction. Mais la première reconstruction, elle est d'ordre haïtien. C'est l'être qu'il faut reconstruire. La maison, n'importe qui peut construire des maisons. Ça ne veut absolument rien dire. Non. On peut construire des maisons, on peut des voitures, on peut faire ça, c'est pas là le problème. D'ailleurs, on n'est pas conscient de la beauté en soi tant que l'on n'a pas tout perdu. Absolument. On regarde, on dit, bon, il faut recommencer, il faut repenser. Et c'était le moment de reconstruction. Pour moi, cela voulait dire changer de perspective. L'orientation qu'on s'était donnée, individuellement, collectivement, était mauvaise. C'était un signe pour que chaque Haïtien prenne conscience qu'il y a un renversement éthique d'abord à faire par rapport à soi-même, et ça me concerne, ça vous concerne, ça concerne tout le monde, ce renversement éthique, et au niveau collectif, comment arriver à construire ensemble. Quel geste qu'on peut faire. Et ça peut être de petits gestes, ça peut être la manière de se regarder, la manière de se toucher, la manière de se dire bonjour. Et j'ai senti, quand je suis à Montréal, pour répondre encore à votre première question, ça m'a désolé de voir, j'ai des voisins qui ne savent pas dire bonjour. Et j'ai senti une richesse énorme en Haïti, quand je vois comment les gens peuvent se dire bonjour. Oui, en Haïti, l'autre existe. L'autre existe. Qu'on le veuille ou pas, on est à l'écoute de l'autre. Oui, et c'est des valeurs qu'on puisse dialoguer. J'ai remarqué quelque chose d'unique en Haïti, c'est que les enfants sont tous très beaux. Oui. Et quand je descends le matin vers la ville, je dis à ma petite fille, regarde combien les enfants sont beaux. C'est extraordinaire. Et après le séisme du 12 janvier, on montrait les enfants à la télévision. Des enfants qui pleuraient, des enfants qui étaient blessés. Mais les enfants étaient d'une beauté rarissime. Ouais. Et je me dis, mais nous sommes peut-être le peuple le plus beau du monde. Nous devons prendre habitude de nous regarder dans un miroir et de nous dire combien nous sommes beaux. Mais ce que vous dites là, c'est important. Parce que si vous avez des jeunes haïtiennes qui sont... En fait, la question identitaire est d'abord par rapport à soi. Si je suis arrivé dans un pays, si je ne me dis pas je suis beau, comment je peux me projeter dans ce pays-là? Et je pense que les Haïtiens devraient se réveiller. Si je ne m'accepte pas, absolument. Si vous demandez à quelqu'un comment vous vous sentez, la personne vous dit ah, je me sens bien, sauf avec mon nez, sauf avec mes yeux, sauf avec mes cheveux, eh bien, vous êtes complètement en dehors de la plaque. Ah, vous êtes foutu. Vous êtes foutu, complètement foutu. Vous êtes mort. Donc, d'accord, parce que c'est pas l'autre qui va vous dire. L'autre va vous dire, vous devez le savoir, que vous êtes beau, que vous êtes belle, etc. Et là, vous pouvez vous avancer. Vous devez commencer cette grande tendresse par prendre soin de vous.
Et c'est comme ça que vous commencez à prendre soin de vous. Et c'est comme ça que vous êtes capable de vous projeter dans une relation. Si vous avez mal dans votre corps, vous ne pouvez pas vous projeter dans une relation. Vous ne pouvez pas aller vers l'autre. Absolument. Vous ne pouvez pas pouvez dire pas que... admettre Absolument. Vous ne pouvez pas dire comment je peux devenir peintre. Vous pouvez jamais... Vous pouvez n'être que dans des stratégies d'échec. Vous pouvez réussir si vous vous dites, ah, vous mettez de l'enthousiasme, vous dites, je vais faire une belle émission. D'abord, vous commencez par dire, je vais faire une belle émission. Donc, il y a une projection. Et la projection, c'est même pas sur l'émission, c'est sur la beauté. Vous devez compter sur la beauté du monde. Sinon, c'est la déprime. Avec un si grand soleil, le soleil d'Haïti, la déprime ne peut pas exister. Oui, la lumière sur Haïti Oui. est unique. Hein? Quand on arrive à la frontière haïtiano-dominicaine, sitôt la barrière traversée, on se rend compte que la luminosité change. Sur Haïti, elle est unique. Ce qui veut peut-être dire que nous devons avoir une belle âme. Absolument. Et ce que j'ai remarqué aussi chez nous, c'est que même quand il y a des déboires, comme des funérailles, eh bien, on chante, on danse, oui. On démystifie la douleur, on démystifie la tristesse. Et nous avons dit tantôt que nous allions être heureux. Ce serait une émission heureuse. Pourtant, je veux quand même parler de ce que vous avez vécu en Haïti, parce que vous avez été là lors du séisme. Et que l'on veuille ou pas, on dit avant le 12 janvier et après le 12 janvier. Et vous avez sorti un livre remarquable qui disait vos émotions, grosso modo. Moi, je l'ai lu et l'effet que j'ai eu, c'était l'harmonisation dans l'incohérence. Parce que les émotions passaient comme ça et je me disais, mais il n'a pas revu son texte et il a eu raison. Parce que l'émotion était là à fleur de peau. Comment vous avez vécu ça? Et j'étais très dans une dynamique de... Quand on revient dans son pays, et c'est une grande douleur pour moi quand je laisse Montréal, je débarque en Haïti. La première question que je pose, c'est comment va le pays? Mais avec une grande douleur, comment va le pays? Parce que j'aimerais qu'on me mente. J'aimerais qu'on me dise que ça va bien, que c'est la fête, que c'est extraordinaire. J'aimerais qu'on m'amène l'espoir dès la descente à l'aéroport. C'est la fête pour me dire les enfants sont heureux, pour me dire il y a des projets, de grandes écoles et que voilà, les Haïtiens vont rester chez eux, ils vont construire, il y a du travail et qu'il y a de l'avenir, le bon avenir. On peut le dire, on peut dire que l'avenir, ça existe. Et ceci dans toutes les langues haïtiennes, en français et en créole, que ça existe, l'espoir que ça existe. Et c'était assez particulier parce j'étais là dans le cadre d'un festival de littérature. Et de cette situation, je dirais, de l'ego très fort, on allait parler, on allait dire aux gens nos points de vue, et la nature a pris le dessus. Et c'est la nature qui nous a montré que la condition humaine est une condition de grande humilité. Parce qu'on était là, on a subi ce goudou-goudou, et dans ce choc, on a tout, nos idées, ça a tout bouleversé. Et je dis, et comme vous l'avez si bien dit tantôt dans la question, il y a un paradigme qui a fondé Haïti, c'était 1804, et il y a un autre paradigme, c'est janvier 2010, où il y a une nouvelle relation à Haïti. À partir de janvier 2010, on s'est dit, bon, est-ce que on est face à l'extrême? Et quand on est face à l'extrême, on doit trouver l'énergie pour qu'on ne soit pas dominé par le désespoir. On doit trouver l'énergie pour sortir de là où l'on est. Parce que on est dans un trou. On est dans un trou politique, on est dans un trou social, on est dans un trou culturel. Il faut rebattre les cartes. Et c'est ça. Et mon sentiment profond en 2010, c'est que j'étais assez perplexe. En laissant le pays, en retournant à Montréal, je me suis dit, est-ce que les Haïtiens vont finalement trouver, est-ce que nous allons trouver entre nous la force de regarder demain, la force en nous, la force de construire, ou bien tous les ressorts vont être cassés. Je pense que les ressorts ne sont pas cassés. Ah non. Je pense qu'il y a des difficultés réelles, mais on n'a jamais vécu sans difficulté. Il y a des difficultés d'ordre politique. En fait, le problème n'est pas ni l'un ni l'autre, parce que trop souvent on diabolise en disant le problème c'est tel parti, le problème c'est tel... Non, le problème c'est le pays, le problème c'est nous. Le problème c'est nous n'avons pas encore trouvé la manière d'agir.
la juste manière. Nous n'avons pas encore trouvé cette force qui nous permet de transformer cette réalité. Mais ça fait 2 ans. En fait, la patience, elle doit être d'usage, la patience. Comment dans 2 ans peut-on rectifier 2 siècles d'histoire? On ne peut pas rectifier 2 siècles d'histoire en 2 ans. Moi, je pense que c'est le moment de parler et de dire peut-être pour faire vite, de dire peut-être aux classes dominantes que ce pays existe et il faut que de quelle que soit la classe qu'on est, de quelle que soit la couleur parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Avant, on parlait de problèmes de couleur, etc., que l'on charrie, que l'on imite, que l'on doit être autour d'un même rêve, qu'on doit être à la poursuite d'un même rêve, parce que ce pays nous appartient, quelle que soit notre participation dans l'assiette économique nationale, ce pays nous appartient. Et si nous ne prenons pas au sérieux nos responsabilités de citoyens vis-à-vis du collectif, tout peut nous échapper. Le pays nous lâchera. Le pays nous lâchera. Et nous serons on va demander, et dans 10 ans, pour aller à Jacmel, peut-être qu'on va demander un visa aux Américains ou aux Français pour aller à Jacmel, si on ne prend pas en main pour dire comment éviter la cassure sociale, comment faire en sorte que les jeunes Haïtiens, s'ils ont du talent, ils n'ont pas besoin de parrain, ils n'ont pas besoin de marraine. Le talent, s'ils ont des rêves, ils peuvent poursuivre les rêves. Comment établir, comment aménager des passerelles? Et c'est ça qui est, comment construire une société où on peut se réaliser là-dedans? C'est ça la question. Moi, je pense regardez chez nos voisins, les Dominicains, je vois la République dominicaine, ils ont beaucoup de problèmes, mais ils arrivent à créer une société. Moi, je pense qu'il faut qu'on y arrive. Et on a des valeurs, on a des moyens, on a des richesses nationales pour arriver à cette société, qui ne sera pas une société riche, mais qui sera une société où on peut partager, où le respect peut exister, où la tendresse, l'amour et l'élégance peuvent exister. Donc là, en fait, la solution, c'est l'amour. Oui, un peu, la solution, elle est économique. De l'amour, on peut faire plein de choses. Oui. Amour de soi. Amour de soi. Amour des autres. Amour du pays. Oui. Le sentiment d'appartenance. Oui. Donc là, il faut peut-être dire aux enfants, déjà à l'école, qui ils sont. Oui. Parce que combien ils sont riches. Si au niveau de l'altérité, quand on parlait de l'altérité, si l'autre, le voisin, on vit dans la paranoïa que le voisin est un ennemi, on ne pourra pas avancer. Si, par exemple, à Pétionville, on ne dit pas, il y a une perte d'énergie. Au lieu de rassembler, vous divisez. C'est ça. Eh bien, vous gaspillez. Et tout se gaspille. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment aller vers une réflexion globale. Parce que individuellement, on peut réussir, tout le monde peut réussir. Justement, j'aurais bien aimé entendre de vous ce que c'est que la réussite. Comment vous concevez la réussite? Car j'ai un auditoire de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent et j'aurais bien aimé qu'ils entendent de vous ce que c'est que la réussite. Comment on appréhende la réussite? Moi, je suis plus dans l'imaginaire. Donc, je n'ai pas de... La réussite, pour moi, n'est pas un ensemble d'accumulations économiques. La réussite, c'est d'abord de moi. J'ai un être à réussir. En fait, je n'ai pas des choses à réussir, des maisons, des immeubles à bâtir. J'ai un être à construire. Et l'être que j'ai à construire, c'est moi-même. Et tous les jours, je suis en construction de cet être-là que je veux réussir. Donc, je veux qu'il soit beau. Sec. Le bien-être. Je suis bien. Je me sens beau. Je sens que j'agis dans mes propres pas. Je sens que je suis dans mes propres cris. Je veux être écrivain, je suis écrivain. Je veux être éditeur, je suis éditeur. Je veux être aimé, je suis aimé. Je veux aimer, j'aime. Et puis je veux partager, je partage. Donc je suis dans ma façon de... Et la peur du lendemain? Bon, en fait, j'ai travaillé sur la peur. Tout le monde a peur. Mais je pense que le travail, c'est d'éviter d'avoir peur. Parce que souvent, il y a des réflexes de ressentiment, c'est parce qu'on a peur. La peur de l'autre, etc. Et si je ne vis pas chez moi, si je ne vis pas chez moi,
c'est la preuve que j'ai pas peur. Je traverse des continents. J'ai vécu, d'ailleurs, quand je suis à Gorée, je suis à Saint-Louis du Sénégal, et puis j'entre dans une relation avec les gens, une relation de vérité. Oui, mais Gorée, c'est encore Haïti. Absolument. Et c'est ça que je me dis. Quand j'arrive, je n'arrive pas en conquérant, mais j'arrive dans une fraternité humaine. On parlait de tendresse, et j'arrive avec beaucoup de tendresse à Gorée. Je me sens, quand je suis à Montréal... Vous êtes le frère. Oui, le c'est frère sûr, qui c'est revient sûr. chez lui. Donc je pense qu'il y a effectivement l'amour comme qui peut souder, mais le vivre ensemble doit être fondé sur des objectifs communs. Et ce sont les objectifs qui doivent être communs. Vous dites que les enfants sont beaux, mais si on se disait qu'on n'accepte pas l'inacceptable, déjà c'est extraordinaire. Si on dit, bon, on va voir, il y avait un président qui disait au moins un repas par haïtien par jour. Et c'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. On parlait à Montréal, j'ai fait une grande table ronde il y avait Lionel Trouillot, il y avait Leslie Payan, il y avait Pierre Buteau, il y avait Ketli Mars. Et c'est drôle parce qu'on parlait, et puis on posait la question, un journaliste québécois disait, qu'est-ce qu'il faut d'après vous pour changer Haïti? Et puis les hommes étaient dans des schémas macro, dans de grands schémas, etc. Et puis Ketli Mars dit, pour moi, si les Haïtiens pouvaient avoir un repas par jour, je pense que ce serait la révolution. Et j'ai trouvé cette parole, qui est une parole ordinaire, un repas par jour, j'ai trouvé cette parole vraiment révolutionnaire. Un repas par jour, un verre d'eau. Mais ce serait le rêve haïtien réalisé, pouvoir manger une fois par jour. Mais ça, on peut le faire. Oui, mais on peut le faire. Oui. De l'école. Oui. De l'école, et les classes sont propres. Parce que si on n'est pas dans la propreté, moi, quand je suis dans l'habitat paysan, c'est très propre. Ah oui, surtout quand on va vers le sud, si on va vers Campérin, par exemple, du 6, Campérin, Lévis, Chardonnière, on regarde les maisons de ces paysans, leurs petits jardins, mais c'est magnifique. Il ne faut pas beaucoup pour être propre. Il y a le livre de Stephenson, L'intérieur d'Haïti. Parce que les gens pensent que c'est des intérieurs bourgeois. Mais quand je regarde, j'ai vu il a montré les intérieurs populaires, des intérieurs humbles. Oui. Et vous voyez que, c'est-à-dire il y avait quand même un bouquet de fleurs en plastique placé quelque part, la nappe. Ça. Tout était il y a en ordre. Un désir de beauté qui est un désir ordonné, profond. rangé. Et c'est ça. Et il y avait une harmonisation des couleurs également, alors que ces gens-là n'étaient pas riches du tout. Non, ils ne sont pas riches, mais il y a une richesse intérieure. Ça a été le premier regard porté sur la Grande Rue d'ailleurs. Oui, et c'était quelque chose qui m'a bouleversé quand j'ai pu voir cette proximité de la beauté. Et je voyage beaucoup et je vois rarement de peuple avec cette proximité de la beauté. Comment on peut... Il suffit de regarder les étalages sur les trottoirs. Oui. Ou d'aller dans un marché haïtien qui rappelle étonnamment les marchés du Sénégal d'ailleurs. C'est la même façon d'étaler. Pour moi, la réussite, c'est d'être bien. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont très très malheureux. Oui, et parce qu'ils sont seuls. Ils sont seuls. Égoïstes. Ils sont dans le cynisme. Ils ne sont pas capables d'agir. Ils ne sont pas capables de donner. Moi, je me considère... Et de recevoir. Car il ne suffit pas de donner, il faut pouvoir recevoir. Il faut être réceptif à ce que l'autre offre. Et puis aussi, l'idée, c'est de pouvoir avancer, de pouvoir rêver. Si on n'est pas capable de rêver, on est foutu. Oui, mais vous avez le rêve en bandoulière. Parlez-nous du rêve. Mais le rêve m'a fondé, parce que le rêve... En fait, Toni Morrison disait quelque chose. Toni Morrison... C'est prix Nobel, une auteure américaine, une femme noire que j'aime beaucoup, et qui disait, on est ce qu'on imagine. Si vous ne pouvez pas imaginer le monde, vous ne pouvez pas avoir le monde. Et il faut que l'on commence à imaginer le monde. Ne pas se regarder en disant, je suis un petit Haïtien fait pour le petit pain. Mais vous pouvez dire je suis un Haïtien. Petit. Et penser petit. Justement, le terme petit. Penser petit, absolument, penser petit. Oui. Mais on peut avoir un pain et faire la fête avec un pain. Oui. Un morceau de pain, on rompt le pain, on le partage en beauté. C'est ce que j'appelle l'élégance. On peut avoir un bout de pain. Et ça me permet de dire que ça me rappelle ma petite enfance.
devenue adolescente, j'ai été tout à fait surprise d'apprendre que mes parents étaient pauvres. J'ai toujours cru que nous étions riches parce qu'il y avait toujours des invités chez nous. Oui. Mais on mangeait les choses les plus simples. C'est ça. Mais il y avait toujours du monde. Et c'est Alors ça, le ma bonheur. mère inventait un dessert qui était les bananes mûres frites. Donc même pour moi, c'était un festin, Ah les oui, bananes c'est- mûres c'est- frites. Et le mais c'est un dimanche, il y festin. avait le cola. Ah, Oui, pour moi, c'est c'était ça. aussi la fête. Et je pensais que j'étais C'est riche. ça. Mais effectivement, nous étions riches. Et c'est ça. Et moi, je Riches pense au que... niveau humain. Oui, oui. Et puis il y a quelque chose que j'ai beaucoup développé aussi à Montréal, c'est la simplicité volontaire. Avec la simplicité volontaire, on est tous riches. Tout le monde est riche parce qu'on vit dans la simplicité. Puisqu'en fait, l'exigence est d'abord par rapport à soi, l'exigence est d'abord éthique. L'exigence, c'est pas l'autre qui va fixer mon identité propre, qui va dire ce que je suis. C'est moi-même qui va, c'est moi-même qui vais, c'est moi-même qui dois me mesurer par rapport au monde. C'est moi-même qui dois me projeter par rapport au monde. Et c'est ça qui est intéressant dans la réflexion, dans l'interrogation sur soi, qui est d'abord une interrogation éthique. Qu'est-ce que je peux espérer, mais d'abord de moi, pas Oui, nécessairement mais de l'autre. Comment un jeune écrivain, poète, haïtien est accepté à Montréal? Là, je viens de publier vers l'Idabel, qui n'était pas connu à Montréal. J'ai publié Mackenzie Orcel, qui va être repris chez Zulma, qui a une grande maison d'édition française, et qui est à Montréal là pour 4 mois en résidence. J'ai publié beaucoup d'auteurs haïtiens. J'ai publié Emily Prophète, qui est accepté, qui est connu, etc. C'est le travail, Marie-Alice, le travail comme vous faites, le travail comme je le fais, le travail. Et ce que je veux dire, c'est la patience, le travail. Le travail se fait sur le temps. Et j'ai souvent l'opiniâtreté, mais en fait, souvent, il y a beaucoup de talent ici, et souvent, c'est très, très brut, et souvent, ça demande un petit peu de travail, ça demande un petit peu de temps. Ça demande, en fait, dans la création, la précipitation est souvent un défaut qui nous mène vraiment tout droit à l'échec. Et un jeune qui envoie un texte, souvent un jeune ne parle pas de manuscrit, il parle de livre. Alors ce que c'est un manuscrit c'est un matériau qui peut devenir un livre, qu'il faut travailler, retravailler avec des lecteurs différents. Et le travail d'éditeur, c'est un travail de structuration du texte. On a un texte, on dit bon, ce texte-là, voilà les potentialités, voilà quelle zone qu'il faut développer, voilà quel public, etc. Donc on a 4 ou 5 personnes qui travaillent éditorialement, qui travaillent sur le texte. Et il faut césariser, souvent enlever les pages les plus belles, Oui. non pas leur raison d'être. Oui. Il faut vraiment, il faut corriger, il faut reviser, il faut travailler avec l'auteur, il faut vraiment resserrer, toujours resserrer. Et dans le resserrer, il faut toujours jeter des choses souvent. Souvent c'est trop plein, souvent c'est trop gras, enlever un petit peu de chair. Et puis, après, il ne faut pas se contenter de faire le livre, mais une fois que le livre existe, il faut qu'il trouve son public. Il faut que le livre soit accompagné. Il faut des stratégies de diffusion et de distribution. Et c'est ça tout le travail. Donc, et puis, il faut donner à l'auteur une identité d'auteur. Il faut qu'il sache ce que c'est qu'écrire. Il faut qu'il sache que ça prend du temps. Il faut qu'il sache qu'une vie d'écrivain, c'est 30-40 ans d'écriture. C'est pas du... C'est une vie de recherche aussi. Absolument. C'est une vie de recherche. Il faut lire énormément. Il faut absolument, il faut lire, il faut se documenter, il faut regarder le monde, il faut regarder les autres. Et en même temps, il ne faut pas être pressé ni de juger. Et c'est de comprendre. Le monde appartient à ceux qui le comprennent. Si on ne comprend pas le monde, on ne pourra pas reconstruire. Et des fois, ça prend du temps. Des fois, ça me prend 10 ans pour comprendre une chose. J'ai envie d'écrire sur mon arrière-grand-mère et j'ai eu l'idée il y a 10 ans et c'est maintenant que ça commence à sortir. C'est-à-dire, c'est comme un fruit, ça devient mûr quand ça devient mûr. On ne peut pas le manger quand c'est pas mûr. Et quand c'est mûr, ça sort comme ça. Et des fois, vous essayez d'écrire quelque chose, ça ne sort pas. Oui, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment, vous attendez. Ça Et c'est se peut-être commande 3 ans, pas. c'est peut-être 4 ans, c'est peut-être 5 ans. Vous pouvez sortir d'un rapport et tout de suite, vous voulez guérir la blessure, vous voulez faire la thérapie. Ok, vous écrivez des choses, mais ça, c'est pas encore l'écriture. Vous attendez. Peut-être que vous allez avec beaucoup d'amertume. Dans l'écriture, il n'y a On pas appelle d'amertume. ça faire des banques. Vous faites des banques. Et puis après, vous retournez et vous repensez dans 10 ans, vous revoyez, vous changez de perspective. Et c'est ça l'intérêt de l'écrivain. L'écrivain peut être déplacé, l'écrivain peut changer de perspective.
On peut vous dire qu'Haïti est un pays pauvre, et puis un écrivain arrive, il voit tout le contraire. Il dit, mais non, avec tant de couleurs, ce pays ne peut pas être pauvre. Et c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'en tant qu'écrivain, on est dans des champs de grande sensibilité. Donc on peut être facilement bousculé et basculé. Et c'est ça notre travail. Notre travail, c'est d'harmoniser le travail de l'écrivain, de l'organiser et d'avancer avec le public. Mais quand on a atteint le niveau où vous êtes et que l'on revient chez soi et qu'on regarde les jeunes évoluer, quel conseil est-ce qu'on pourrait donner à ces jeunes-là? On peut leur dire d'espérer que l'espoir est humain, l'espoir est même haïtien. On peut leur dire que ce pays a une histoire. Trop souvent, on arrête le pays dans ce qu'on vit, dans ce misérabilisme-là, en disant, mais quand je vois par exemple, j'aime beaucoup le travail de George Covington, on a parlé de Louis-Philippe Lerbourg. Donc ce pays a un certain nombre de monuments. Il faut retourner aux monuments, il faut retourner à regarder 1804, mais pas pour dire que nous sommes les meilleurs, mais pour dire qu'on a une histoire qui nous précède. On a des femmes et des hommes qui nous ont précédés et qui ont eu des rêves pour ce pays et qui ont suivi ces rêves-là. Il n'y a pas eu que des salauds dans ce pays. Il y a eu des gens de grande dignité. Il y a eu des gens avec de grandes préoccupations éthiques. Et ça va nous montrer la route à suivre. Les modèles sont là. Quand je vois par exemple, on lit les frères Marcelin, on dit quelle élégance. On lit Saint-Aune, on lit dans les années 40, on voit tout ce qu'il y a eu comme combat, pour changer Haïti. Donc c'est important quand on voit la trajectoire de Blancourt, quand on voit René Despès, lit les trajectoires. Et c'est ça que pour voir qu'il y a un certain nombre de gens qui ont réussi. Lis, on a là avec nous Franck Etienne. Regardez la trajectoire de Franck Etienne, regardez cette détermination de faire, regardez comment Franck Etienne a créé un univers qui n'appartient qu'à Franck Etienne. Oui, cette agressivité dans l'imaginaire et en même temps cette humilité. Oui. Et c'est ça, il y a... Et cette générosité aussi, il a une générosité marquante chez lui. Et regardez-moi, je prends l'exemple d'un ami que j'aime beaucoup qui s'appelle Daniela Ferrière, ou bien on peut prendre l'exemple d'Edwige Danticat. Ce sont des gens de grande humilité qui ont travaillé et qui continuent à travailler tous les jours. Il n'y a pas d'autre secret. Non. Il n'y a même pas de génie. C'est un ensemble, une somme de travail, une somme de douleur. Et à la fin, les gens appellent ça génie. Les gens appellent ça ce qu'ils veulent. Mais au départ, c'est le travail, jour après jour, de l'artisan, le travail patient. C'est le labeur. C'est là. Rodney Saint-Éloi, je ne sais comment vous remercier car vous nous avez enrichis. Et je dis humblement merci. Et je dis également, c'est rafraîchissant, réjouissant pour Haïti de savoir qu'il y a de tels trésors qui nous servent d'ambassadeurs au-delà de nos frontières. Respect. Merci. Amis téléspectateurs, en mon nom et en vos noms, je remercie Rodney Saint-Éloi. Je remercie ce fils du pays d'avoir laissé son âme chez nous et d'être passé par là une fois de plus. Respect.